Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Média TV. Forum Europe-Afrique, c'est le sujet de l'invité de la rédaction ce soir. Ce forum, un rendez-vous majeur pour mettre en lumière les défis, les opportunités, les synergies entre les nations africaines et européennes. Un forum où le Maroc est à l'honneur. Le Royaume du Maroc, qui en plus d'être un partenaire stratégique, a toujours été un trait d'union entre les deux continents européens et africains. Quel bilan peut-on faire de ce forum? Quel rôle joue aujourd'hui le Maroc dans la coopération euro-africaine? On en parle dans l'invité de la rédaction ce soir avec M. Amin Karkash. Vous êtes consultant en communication et en affaires publiques. Bonjour, bonsoir plutôt, et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Khemlichi et merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler de cette relation Europe-Afrique, deux continents. Le continent africain qui sera le principal moteur de croissance, c'est le continent de l'avenir dans les années qui viennent. C'est le constat qui a été dressé lors de ce forum. Justement, est-ce que aujourd'hui, il faut construire un nouveau narratif dans la relation entre l'Europe et l'Afrique? Effectivement, en fait, je commencerai peut-être par parler du contexte plus global qui structure aujourd'hui les relations internationales. Alors, premièrement, l'arrivée au pouvoir de M. Trump a complètement fragilisé en fait le lien transatlantique, les relations historiques et traditionnelles entre les États-Unis et l'Union européenne. Et même avant l'arrivée de M. Trump au pouvoir, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a dévoilé au grand jour les fragilités et les vulnérabilités de l'Europe en termes d'indépendance énergétique et en termes stratégiques de façon plus globale. Donc ce contexte de plus en plus mouvant, instable, qui remet en cause en fait les fondamentaux des relations internationales sur lesquelles se sont basées l'Europe depuis les 80 dernières années, finalement pousse l'Europe à revoir sa stratégie et surtout à miser beaucoup plus sur ses relations avec l'Afrique, d'autant plus que les pays centraux de l'Europe, notamment la France, ont perdu beaucoup de terrain et d'influence au profit des concurrents stratégiques comme la Chine et la Russie. Donc oui, l'Afrique est l'avenir, représente l'avenir du monde, mais c'est aussi une Afrique qui fait face à plusieurs défis structurels dont je pourrais parler plus tard, comme l'inflation, la croissance démographique. Mais définitivement, l'Europe cherche à se tourner vers l'Afrique. Le problème est le suivant, c'est que l'Europe ne parle pas d'une voix unique. Sur le plan de la diplomatie, l'Europe est un acteur politique puissant, est un acteur économique puissant, mais c'est un acteur diplomatique qui souffre encore de beaucoup d'incohérences. Les pays historiquement qui ont des liens avec l'Afrique, les anciennes puissances coloniales, ont des intérêts stratégiques, alors que les pays qui sont plus à l'Est sont plus tournés, on le regarde beaucoup plus tourné vers la Russie et vers l'Est justement, donc sont beaucoup moins incités à s'investir et à se tourner vers l'Afrique. Donc c'est d'abord une Europe qui doit retrouver une certaine cohérence au niveau de sa politique étrangère afin qu'elle soit plus efficace et qu'elle parle d'une voix qui est plus commune. Une Europe qui doit être unie, vous venez d'en parler, une Europe qui est en train de se repositionner et qui est aujourd'hui, au vu de la conjoncture internationale, plus ou moins fragilisée. J'en parlais donc de ce continent africain qui sera le moteur de la croissance. Et pour que l'Europe puisse être intégrée dans cette croissance, justement, elle a besoin de changer de paradigme et sa manière aussi de discuter avec l'Afrique, le continent africain. Absolument. En fait, là, il faut que l'Europe passe à un mode qui est beaucoup plus axé sur le co-développement, de parler d'un pied d'égalité avec les pays africains. Donc il faut que l'Europe réinvente le narratif sur lequel étaient basées ses relations depuis l'époque coloniale jusqu'à maintenant. Parce que cette réinvention du narratif va être capitale pour le soft power européen, surtout que les concurrents de l'Europe, je parlerai par exemple de la Russie. Vous savez, la Russie, depuis le conflit, depuis l'annexion de la Crimée en 2014, c'était un élément déclencheur qui a poussé la Russie à se réinvestir au sein de l'Afrique subsaharienne, notamment sur le plan militaire, sécuritaire, et a réussi en fait à contourner les sanctions occidentales qui lui a été imposées depuis 2014 afin de se refaire une santé économique et de financer l'effort de guerre, notamment via les sites qui contiennent l'or en Afrique. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'Europe fait face à des concurrents qui sont très sérieux. Vous savez, l'Europe avait annoncé
un plan Marshall d'à peu près 40 milliards de dollars pour justement impulser la croissance économique, la construction d'infrastructures et le développement humain en Afrique, mais la Chine a répondu par 50 et quelques milliards. Donc ces chiffres illustrent la réelle concurrence et l'intérêt que portent les grandes puissances pour l'Afrique. Et je pourrais parler plus tard justement du rôle pivot que joue le Maroc au cœur de cette dynamique. Justement, le Maroc qui était l'invité d'honneur de ce 4e Forum Europe-Afrique, justement, un Maroc qui est stratégique aujourd'hui de par sa position. C'est un trait d'union, je le disais en préambule, entre les deux continents européens et africains. Il a donc un rôle à jouer pour qu'il y ait toujours cette existence de ce lien, on va dire, ou ce dialogue entre les deux continents. Absolument, le Maroc joue un rôle central. Et c'est intéressant parce que si on revient il n'y a pas si longtemps, en fait, si on prend le cas, par exemple, des relations entre le Maroc et la France, la conjoncture avait détérioré un peu la relation entre les deux pays. Si vous vous rappelez bien, il y avait l'enjeu des visas, il y avait l'enjeu où la France ne reconnaissait pas encore la souveraineté du Maroc dans son Sahara. Il y avait aussi d'autres enjeux qui, on va dire, refroidissaient les relations entre la France et le Maroc, mais le Maroc a réussi un tour de force, justement en s'imposant comme un joueur clé au sein de cette relation, comme un pont en fait entre l'Europe et l'Afrique. Et depuis que la France a reconnu la souveraineté du Maroc dans son Sahara, c'est toute une dynamique en fait qui s'est accélérée au profit du Maroc, dans laquelle le pays joue un rôle central et via des projets concrets. En fait, c'est que le Maroc, au-delà de la dimension de l'intégrité territoriale, a capitalisé sur les acquis, sur les gains diplomatiques qui reconnaissent sa souveraineté dans le Sahara pour faire justement des provinces du Sud une porte d'entrée vers, en fait, pour faire des provinces du Sud un moyen pour plus d'abord d'intégration continentale, pour promouvoir la paix, la stabilité, la sécurité, et pour en faire justement pour capitaliser en fait sur sa façade qui donne sur l'Atlantique, pour désenclaver les pays du Sahel via l'initiative qu'avait annoncée Sa Majesté en 2023. Donc le Maroc fait de ses gains diplomatiques un levier pour plus d'intégration et aussi pour faire de l'énergie un axe central de son développement, parce que l'énergie est au cœur de toutes les problématiques de développement. Et je pourrais parler plus tard, par exemple, du projet de gazoduc du Nigeria au Maroc, qui va permettre à l'Afrique d'accélérer justement son accès à l'énergie et surtout de pouvoir directement vendre sur le marché européen son potentiel en gaz. Le Maroc, vous l'avez dit, qui joue aujourd'hui son rôle dans la reconstruction de ce narratif entre l'Afrique et l'Europe, le royaume du Maroc qui est perçu aujourd'hui comme un partenaire fiable, un partenaire stratégique, un partenaire de confiance, plusieurs opportunités d'investissement au Maroc, le Maroc qui est la porte de l'Afrique justement, et le Maroc qui voit aujourd'hui toute relation ou tout partenariat sous un angle ou sous un modèle qui est celui du partenariat gagnant-gagnant, du co-développement. Et un co-développement, vous avez cité certains projets justement et certaines initiatives qui se font déjà aujourd'hui avec les pays africains. Et justement, un rôle donc qui est déjà là, et un Maroc qui renforce toutes ces relations stratégiques au niveau international, des relations historiques avec un certain nombre d'acteurs. Quelle stratégie de coopération aujourd'hui par rapport à la Méditerranée et comment renforcer justement donc, cet échange et cette voie méditerranéenne entre les deux continents? Alors effectivement, je pense que la voie méditerranéenne est stratégique, elle est centrale concernant les relations entre le Maroc, l'Afrique et l'Europe. Et je crois que ça serait pertinent en fait de parler justement des projets qui structurent en fait la dynamique de cette relation. Je prenais l'exemple du gazoduc qui va du Nigeria jusqu'au Maroc. C'est stratégique parce que
Voyez-vous, ce n'est pas seulement une question d'accès à l'énergie, c'est que c'est une question de développement économique et humain. Il y a plusieurs pays, à peu près 13 si je me rappelle bien, qui vont être traversés par ce gazoduc, ce qui va entraîner, ce qui va améliorer le taux d'électrification de plusieurs pays, ce qui va impulser une création d'emplois, donc ce qui va en fait impulser la croissance économique et une croissance économique qui est inclusive. Et c'est central aujourd'hui parce que sans stabilité, sans croissance économique inclusive, ce n'est pas possible de se tourner vers l'avenir. On est dans cette logique de co-développement, justement. Absolument. Rappelons l'Afrique, en 2050, c'est 2,5 milliards d'habitants. Donc c'est un capital humain, une Afrique qui sera riche de son capital humain, mais aussi de ses ressources naturelles qui sont importantes. Absolument, absolument. Et depuis le retour du Maroc en 2017 au sein de l'Union africaine, c'est vraiment une nouvelle dynamique qui s'est accélérée. Et vous avez raison de soulever le potentiel du continent africain. Bien sûr, ce potentiel va se concrétiser dans la mesure où on saura répondre aux défis du continent, parce qu'on parle de fragilités structurelles qui sont toujours présentes. Si on prend le cas, par exemple, de l'inflation, il y a plusieurs pays, une quinzaine de pays, si je me rappelle bien, au niveau du continent, dont le taux d'inflation continue de s'accélérer à cause, entre autres, de la flambée des prix alimentaires et d'autres produits principaux. Il y a aussi le fait que la croissance économique, la croissance démographique en Afrique s'accélère plus rapidement que la croissance économique. Donc ça fait en sorte que la population n'a pas accès suffisamment aux infrastructures et aux besoins puis aux services essentiels dont on a besoin pour une croissance économique inclusive. Donc c'est la capacité du continent à répondre à ses propres problématiques. Ce qui est intéressant en fait dans l'approche du Maroc, c'est qu'elle contraste complètement avec justement l'approche traditionnelle française qui visait beaucoup plus à imposer en fait de l'aide en se basant sur des conditionnalités politiques, alors que le Maroc co-construit avec l'Afrique, et l'initiative atlantique s'inscrit parfaitement dans cette logique de co-développement afin que les pays puissent se développer en respectant leur souveraineté, leurs prérogatives et le destin de chacune des nations finalement. Cette co-construction et co-développement qu'on veut aujourd'hui pour les deux continents, européens et africains, l'Europe et l'Afrique, l'avenir nous dira s'ils seront donc capables de défier un petit peu ce nouvel ordre mondial. Merci à vous, Monsieur Amin Karkash, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes consultant en communication et en affaires publiques. C'était un plaisir. Plaisir partagé et bonne soirée. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, un nouveau sujet. Très bonne soirée.